Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette dernière vidéo du chapitre Les causes de la croissance. C'est un petit peu mieux cadré comme ça, même si c'est pas parfait. Alors, dans ce chapitre-là, on va faire un petit résumé des deux vidéos précédentes et on va parler également de Joseph Schumpeter. Joseph Schumpeter, vous le connaissez déjà, c'est un grand économiste dont on a parlé ensemble l'an dernier. Joseph Schumpeter, il a inventé le cycle de la destruction créatrice. Alors si jamais vous vous souvenez pas, je vous rappelle qu'on part d'un moment où on va inventer, on va avoir une innovation, on va avoir, alors c'est soit un nouveau produit, donc un nouveau bien, un nouveau service, soit un nouveau procédé de création, dans ce cas-là on a une nouvelle manière de produire des biens ou des services, soit un nouveau marché, ouverture d'un nouveau marché, soit une innovation d'organisation, qui est à peu près, qui est un petit peu différente d'innovation de procédé, mais c'est à peu près la même chose. Procédé, c'est pour créer un bien ou un service. Organisation, c'est l'organisation de l'entreprise. Si vous réorganisez la comptabilité, c'est une innovation d'organisation. Si vous réorganisez une chaîne de production, c'est une innovation de procédé. Bon, c'est un petit peu cousin tout ça. Alors, on commence par notre innovation, quelle qu'elle soit. Notre innovation, au début, elle est le monopole d'une entreprise, puisque l'État la protège par un brevet. On va ensuite arriver dans une deuxième phase où l'innovation va se répandre petit à petit dans la société, elle va être copiée par d'autres entreprises. Et enfin, dans la troisième phase, notre innovation est en fin de vie, elle devient petit à petit obsolète et elle va être remplacée par des produits plus innovants, plus performants. Si vous pensez à une télé, alors on est toujours en perpétuel mouvement dans ce cycle-là. En ce moment, la télé, écran incurvé, 4K, Full HD, tout ce que vous voulez, c'est l'innovation de produit. L'innovation qui est en train de se répandre, qui se diffuse petit à petit dans la société, c'est la télé à écran plat. Et le produit qui est en train de devenir obsolète, ça va être la télé cathodique. Il y a une trentaine d'années à peu près, la télé cathodique était au top de la technologie. Il y a une cinquantaine d'années, la télévision en noir et blanc, c'était le top de la technologie. Vous voyez, un même produit va se trouver successivement à différents endroits du cycle. Alors le cycle de Schumpeter, il est très important pour notre concept de la croissance, puisque vous l'aurez sans doute compris, pour créer de la croissance, ce qui est le plus important, c'est en fait l'innovation. Alors il y a d'autres petites choses qui sont aussi très importantes pour créer de la croissance. Si vous faites du commerce, par exemple, en général, le commerce va créer de la concurrence, donc de l'innovation, donc va entraîner de la croissance. Vous avez également la hausse de la population ou l'inflation, on l'a vu déjà, qui peuvent contribuer à créer de la croissance. Mais si vous voulez une croissance pure, une croissance vraiment en volume, dans ce cas-là, tous les économistes s'accordent à dire que ce qui crée de la croissance, c'est l'innovation. Alors, on a deux économistes qui ont fait une étude sur d'où vient la croissance, comment étudier ce phénomène-là, qui sont Carré et Dubois. Et pour Carré et Dubois, le facteur travail et le facteur capital, ça explique à peu près 50% de la croissance. Donc la croissance endogène, exogène, à peu près 50% pour expliquer un phénomène de croissance. Tout le reste, en fait, ça revient à l'innovation, au progrès technique. Donc l'innovation dans une croissance en volume, c'est au minimum 50%. Et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus. Alors on a un autre économiste qui s'appelle Cobb Douglas, où là je vais vous écrire son nom dans la description, mais il est important, qui a écrit la fonction de Cobb Douglas, c'était quelqu'un de modeste, donc il lui a donné son nom, alors je vais vous écrire aussi la fonction, mais en gros la fonction indique que la quantité est égale au travail multiplié par le capital. Et du coup elle nous dit également que la production est égale au travail multiplié par le capital. Si vous y réfléchissez un petit peu, c'est très logique, vous mettez du travail, vous mettez du capital ensemble, ça fait une production. Et la production et la quantité, c'est la même chose. Donc c'est quelque chose de très logique. Alors le jour du bac, on ne vous demandera pas de calculer une fonction de production. On fera peut-être un exercice ensemble là-dessus, mais je vous la mettrai dans le descriptif, quoi qu'il arrive, pour ceux qui aiment bien les maths. Alors si on résume tout ça, du coup, comment est-ce qu'on fait pour avoir de la croissance? C'est une question très importante. Vous êtes ministère des Finances à Bercy, en haut de la Seine, vous contemplez Paris depuis votre bureau et vous êtes en train de vous demander comment faire pour qu'il y ait de la croissance. Alors, en fait, dans la réalité des choses, la croissance, en fait, elle va principalement dépendre de la demande et même de l'anticipation de la demande. On dit que c'est une croissance cumulatrice et auto-entraînée, voire même auto-réalisatrice. Vous êtes une entreprise, vous anticipez une demande, une hausse de la demande pour qu'il y ait croissance. Du coup, vous allez investir pour produire plus et répondre à cette hausse de la demande.
Puisque vous avez investi, vous produisez plus, vous vendiez plus, vous avez une augmentation de vos profits et de votre production. Vous avez une augmentation de vos profits, de votre production, vous payez plus vos salariés, ils consomment plus, on s'y retrouve, tout va bien. Alors on verra après que ça peut se passer différemment, mais là on est dans une hypothèse où tout se passe très bien. Donc c'est cumulatif parce que vous qui produisez plus, vous allez entraîner vos fournisseurs à produire plus, vos employés vous allez les payer plus, donc ils vont consommer plus. C'est ce qu'on appelle un effet d'entraînement. Si vous êtes une grosse usine dans un village, si vous produisez plus, que vous faites plus de profit, vous rémunérez plus ou vous employez plus de salariés, alors la boulangerie du village, la boucherie du village, le café du village vont également voir leur chiffre d'affaires augmenter grâce à l'amélioration des conditions de salaire de vos employés. C'est ce qu'on appelle un effet d'entraînement, un effet levier même. Enfin, pas tout à fait ça, un effet d'entraînement, un effet levier c'est pas tout à fait ça. Donc la croissance s'auto-entraîne puisque quand on est dans un cercle vertueux, plus vous allez investir, plus vous anticipez les bénéfices, plus la demande va suivre. Et plus la demande suit, plus vous anticipez quelque chose de bénéfique, plus vous investissez, plus vous produisez, plus il y a d'offres, plus ça répond, puisque du coup vous augmentez les salaires, il y a plus de demandes, tout va bien. Hein. On est dans un schéma où tout va bien. On verra dans le prochain chapitre, prochaine vidéo, que malheureusement tout peut ne pas aller bien. Globalement, si on doit résumer, la croissance, ça dépend majoritairement à la fois du profit de l'investissement, mais aussi de l'anticipation que vous en faites et de la demande. Il y a 3 choses importantes pour une entreprise pour savoir si elle va anticiper une croissance ou pas. Est-ce qu'elle pense que la demande va augmenter? Est-ce qu'elle pense que ses profits vont augmenter? Et est-ce qu'elle va investir? Si vous pensez que la demande va augmenter, vous pensez que vos profits vont augmenter puisque vous pensez que vous allez vendre plus. Du coup, vous investissez plus. Et là où c'est beau, c'est que comme vous investissez plus, que vous produisez plus, si toutes les entreprises de l'économie font comme ça, les salariés gagnent plus, donc dépensent plus de demandes, qui répond à l'offre qui a elle-même préalablement augmenté. C'est beau, c'est Keynes en même temps. Hein. On verra ça la prochaine fois, mais ça fait partie de la théorie de Keynes. La croissance, c'est donc quelque chose d'assez difficile à définir, qui va dépendre de l'anticipation du profit et des perspectives qu'ont les entreprises. En fait, ce qui est presque magique, c'est qu'en fait, si vous anticipez qu'il va y avoir croissance, alors il va y avoir croissance. Parce que vous faites tout pour qu'il y ait croissance. Et on verra dans la prochaine vidéo qu'à l'inverse, si vous anticipez qu'il va y avoir récession, alors il y aura récession, puisque vous allez tout faire pour qu'il n'y ait pas de croissance, pour essayer de vous prémunir contre cette absence de croissance. Voilà, donc j'espère que les mystères de la croissance n'ont plus de... Non, la croissance n'a plus de mystère pour vous plutôt, et que vous êtes prêts à devenir ministre de l'économie et à sauver notre gouvernement qui est malheureux puisqu'en ce moment les prédictions de croissance sont bien moindres que ce qu'ils espéraient. Mais bon, je suis sûr que vous pouvez également leur dire qu'on peut tricher un petit peu avec un petit peu d'inflation, un petit taux de natalité et finalement que tout se passera très bien. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt.